Bien sûr, Pierre, nous poursuivons notre voyage à l'intérieur de ce 41e Festival international du cinéma de Vue d'Afrique, qui se poursuit tout ce week-end, bien sûr, au cinéma du Parc. Et là, nous nous irons vers Madagascar, et nous avons le bonheur de recevoir Louva Nantenema. Et j'ai bien prononcé? Ou à peu près. Le Louva, oui. Et qui nous présente son film Sita Baomba chez les Zoubous francophones. Les Zébus francophones. Les Zébus francophones. C'est vraiment une critique, je dirais, radicale des puissants. C'est un très beau, même rare documentaire. Et nous suivons un combat de tous ces malgaches face à l'exploitation capitaliste. C'est à la fois aussi une chronique d'un village. Oui, même d'un individu, tu sais. Oui. On le suit, lui. Là. On le suit énormément. Les enfants à la fin, alors... Je vais tenter de résumer votre film parce qu'il y a beaucoup de strates à l'intérieur du film. Donc, si je m'en sens, c'est une chronique d'un village qui essaie de résister tant bien que mal à l'arrivée des citadins et de spéculateurs au bras long, venus avec la construction d'une route. Souvent, on pense que la route amène le progrès, le développement. Et dans les têtes de ces citadins, c'est quelque chose, au départ, qui semble positif. Mais en fait, ça perturbe l'équilibre du village et tous les gens se retrouvent confrontés finalement à leur passé et à leur avenir. Est-ce que mon résumé... C'est magnifique, c'est exactement ça. Oui. Vous mentionnez dans le dossier de presse que votre défi, et ça je trouve ça intéressant parce que pour moi, là, pour les gens qui n'ont pas vu le film, ça leur donne vraiment une impression, je veux dire, de vos intentions de réalisateur. Vous mentionnez mon défi de permettre aux spectateurs de s'arracher du regard occidental et retranscrire dans la forme même du film la tournure de pensée de mes compatriotes et de mes ancêtres. Mon film est construit en référence au kabari, on va en reparler, cet art oratoire, poétique et à la fois ironique et un peu cocasse. Leur lecture du réel baroque et métaphorique et qui fait un peu fruit d'observation de la nature et des humains. C'était tout un défi. Exactement. C'était tout un défi. C'est un pari aussi. C'est un pari, c'est donc d'approcher le réel, parce que votre film est énormément influencé par lui, et c'est la réalité, et en intégrant constamment, je veux dire, bien sûr, cet art oratoire, des artistes, des marionnettes. De l'animation. Comment vous avez pu réussir à avoir jumelé tous ces éléments-là et arriver à donner un sens à ça au niveau rythmique, à travers tout le montage que vous faites? C'est vraiment un défi d'essayer d'adopter cette philosophie de vie de Lee, qui est un orateur traditionnel de son village et qui se permet comme ça des libertés. Moi, j'aime beaucoup cette liberté des personnes qui convoquent l'imaginaire des gens, qui convoquent le bon sens, qui convoquent aussi le réel de leur quotidien. Et c'est tout un tas de mélanges comme ça qui est propre aux cultures africaines, qui est basé la plupart sur une tradition orale. Et c'est mon défi, ça a été de valoriser ça aussi. Et d'essayer aussi de ne pas refaire les mêmes choses que mes compères européens, par exemple, pour raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on se base là sur un style conte avec beaucoup de liberté. Et même s'il y a des éléments disparates dans ce film-là, c'est aux spectateurs qui ont vu le film de refaire leur propre film à partir de ces éléments-là. J'avais l'impression parfois qu'on retrouvait un peu ces contes des griots. À travers votre film, où on se promenait. Il y a des segments explicites avec les marionnettes, on est dans le conte griot. Oui. Exactement. Il y avait... pour moi, c'est un risque de se confronter à ça, mais c'est aussi de se dire, je voudrais être fidèle à la conception de la vie de mes personnages. Quelque chose qui leur parle, mais aussi
universel à la fois parce que ça parle de la vie des gens, des humains confrontés à des difficultés qui les dépassent. Là, dans ce cas-là de Citabombe, le village que j'ai filmé, c'est l'arrivée massive de citadins qui sont friands de terre pour construire des maisons et tout ça. Et en face, eux, c'est des paysans qui ont envie de continuer à être paysans, cultivés, de ne pas briser leur cycle de vie. Et c'est cette confrontation-là, sans jugement de ma part, que j'ai envie de voir. Mais aussi... répéter la phrase « sans jugement de ma part ». Sans jugement de ma part, puisque il juge pas. Je relate les faits. Oui. Ah, ouais. Je relate les faits et avec la conception des paysans. Voilà. Après, là-dedans, il y a sûrement des prises de position un peu de ma part, il faut l'avouer. J'espère. Mais je m'inclus parmi ceux qui perturbent la vie de ces gens. Parce que je suis un citadin. Ah, sûrement, exact. C'est vrai. C'est dans ce sens-là que je dis. Ah oui, oui. Voilà. Et vous avez filmé pendant plusieurs années. Oui. Parce que c'est aussi, je veux dire, la force et la puissance de votre film. Non, parce qu'il y a des années, 2007, 2009, 2016, la francophonie, 2018, 2016, 2022. la francophonie, tout c'est... Oui. Oui, on voit très bien, vous identifiez les années, donc on comprend que c'est sur plusieurs... Oui, en fait, il y a un enfant au début du film, en 2007, que j'ai filmé. Et les maisons étaient encore en toit de chaume, c'est tout joli, il y avait une vraie solidarité. Il a 3 ans et sa sœur 6, 8 ans. Et à un moment donné, il se marie, la fille. Ben oui, mariage, oui. Et c'est cet enfant de 3 ans qui tient sa sœur pour se marier. Et après, la sœur, on voit qu'elle a un premier enfant. Après, on voit qu'elle a un deuxième enfant. Donc, dans ce film documentaire, on voit les personnages changer au fil du temps. Mais c'est ça qui est bien. Moi, j'ai trouvé ça formidable, le tissage, si je peux dire, là, entre l'individuel et le collectif. Oui. Parce que donc, il y avait tout ce trajet lié, ses enfants, petits-enfants, le mariage. Non, mais vous voulez nous faire vivre de l'intérieur la vraie vie des gens, mais elle est là, la vraie vie des gens. Hein? Exactement. Oui, c'est important de relater cette communauté-là parce que on parle de qu'est-ce qui va être détruit avec cette arrivée massive des citadins. Eh ben, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est une manière de voir le monde. Et toute cette musique aussi des paysans, parce qu'il y a une musique propre à eux. La musique du début, là, c'est vraiment typique des chants des paysans malgaches. Parce qu'il y a des paysans malgaches aussi qui sont la moitié de l'année paysans et l'autre moitié qui deviennent artistes. Et c'est leur musique qui décore ce film-là. Donc c'est important pour moi que ce soit organique tout ça. Et qu'on essaie de raconter et que eux-mêmes, quand ils vont voir ce film-là, et j'espère qu'ils vibrent aussi avec ma façon de restituer le réel. On doit conclure que le peuple malgache est très artiste. Oui, donc, votre film va trop loin, pas assez loin, c'est ça qu'on a comme perception. C'est exactement, parce que même Lee, il est orateur. Et orateur, c'est être un artiste aussi. Lui, des fois, il est appelé ailleurs pour demander la main d'une fille. L'art oratoire, c'est super important dans la culture malgache. Parce que si on n'a pas un bon orateur, on n'obtient pas la main de l'autre, la fille. La famille, d'accord, d'en face, il y a une scène comme ça dans le film. Oui, s'il n'est pas bon, la famille peut exiger revenez la semaine prochaine. Et ce qui fait que votre film aborde un sujet extrêmement grave, mais devient, à travers ces artistes très poétiques. Ah oui, c'est ça. On est comme bercé par la parole, par la musique, chant, par les jeux oratoires. Et parce que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais vous êtes un homme orchestre. Dans la mesure où vous avez participé au montage, vous étiez un peu derrière la caméra, vous étiez et disons que c'était votre épouse qui était aussi co-autrice et distributrice. Mais il y a des choses, moi, que j'ai beaucoup aimées parce qu'on aurait pu en parler pendant des heures de votre film.
c'est la façon dont vous filmez ce territoire. Où on voit bien sûr cette route qui traverse ces terres, avec souvent à l'arrière les gens qui travaillent, avec nos fameux ébus qui sont toujours présents, la bêche aussi qui est présente. Donc, dans les plans, vous cherchiez souvent à en fait présenter cette confrontation entre ce passé et l'avenir. Oui. C'est important pour moi parce qu'on voit là les derniers paysans de la capitale de Madagascar. Ce qui est spécifique... Au début, vous dites bien, c'est comme le village d'Obélix, le dernier rang. Au début, il y a une métaphore. Il y a cette métaphore de cette dernier référence. Village qui résiste. C'est important parce qu'en fait, cette capitale-là, la spécificité, c'est que c'est entouré de rizières. Et ces rizières-là, depuis la nuit des temps, ils essayaient de gérer l'eau, les rizières et tout ça. Donc, il y a toujours eu des paysans autour. Et maintenant, avec l'explosion démographique et de la capitale, ces territoires-là sont colonisés par nous-mêmes, par les citadins nous-mêmes. Et là, on assiste les derniers paysans, parce qu'ils vont partir ailleurs, là où ils peuvent encore cultiver et vivre leur vie. Et ça m'a semblé intéressant de documenter ce choc que j'ai ressenti parce que j'ai connu ce village en 2007 et en 2016, je voyais tout déformé. Et c'est cette chronique-là que raconte ce film. Et c'est aussi pour dire qu'on peut résister de manière artistique, non violente, en proposant des choses, les marionnettes, l'art oratoire et tout ça. On ne veut pas toujours dire les finales des films, mais essentiellement, le peuple lutte. Oui, ça, c'est important de leur donner cette parole à ces gens-là. Mais j'ai appris plein de choses dans votre film, parce que oui, il y a cette poésie, oui, il y a ce voyage parmi ces gens-là, mais ce que j'ai compris, c'est que votre film interroge toute la notion de propriété foncière. Et ça semble extrêmement compliqué. Oui, mais parce qu'au point de départ, si on comprend bien, il n'y a pas de cadastre. C'est au Québec, tout est cadastré depuis le temps des Français. Mais là-bas, la rizière n'est pas cadastrée. À qui appartient-elle? Moi, ça fait 100 ans. Oui, mais le promoteur, là, malgache ou chinois... Oui. C'est ça le problème. C'est une confrontation du monde moderne avec un monde qui semble dépassé. Parce que, justement, la notion de propriété même a été une notion rapportée. Les gens ne connaissaient pas ça avant. Et c'est ces deux mondes-là qui se confrontent et avec des drames humains à la fois et des incompréhensions aussi, parce que les autres pensent qu'ils sont dans une légitimité parce qu'ils ont le papier. Et même à l'intérieur de la communauté, ça joue relativement dur. Parce que très honnête là-dessus, il y a une scène, entre autres, où on voit que tout n'est pas... tout n'est pas rose pour eux. Non. Moi, je tenais à montrer ce réel-là dans toute sa complexité, y compris des gens... qui ne sont pas très honnêtes aussi. Et d'autres qui pensent parce qu'ils ont... c'est légitime leur lutte, qu'ils vont gagner automatiquement. Mais le réel est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce qui m'a porté toutes ces années, 7 ans de travail, c'est de voir que, au bout du compte, quand on lutte avec courage, ça peut aboutir. Mais il ne faut pas se décourager. C'est un beau message. Et ces gens, ces paysans, lorsqu'on les situe dans la hiérarchie sociale, pour les dirigeants, ils ne sont pas en haut de l'échelle. Non. Ils sont vraiment en bas de l'échelle. C'est vrai dans tous les pays. C'est vrai dans tous les pays. Mais moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est effectivement que ces gens-là sont extrêmement conscients de leur situation. À la fois, sont peu ratoureux parce qu'ils essaient, de naviguer à travers tous ces différents plans et ils comprennent aussi leur position sociale. Parce que, entre autres, c'est lui qui dit, en parlant du président de la République, il parle bien de la NERA, mais c'est rien ce qui se passe ici. Pour lui, la NERA, c'est juste un grand espace, mais ici, on lutte. Oui, exactement.
Eux, ils représentent quand même 80% de la population. Hein. Ah oui. Les paysans à Madagascar, c'est ça la proportion. Et nous, quand on regarde les chiffres, on voit quand même que c'est un pays qui est assez autosuffisant, puisqu'il y a 80% qui arrivent à produire leur nourriture. C'est bien. Et c'est mis à mal justement sur cette question de propriété foncière, parce que c'est tellement compliqué pour eux de faire les démarches pour faire avoir les titres, qui sont souvent écrits en français. Ben oui. D'où Zébu francophone. Et tout ça se passe dans un même espace et ça crée des difficultés pour eux. Mais j'espère que par le biais du film, ça puisse quand même faire réfléchir les dirigeants pour améliorer leur situation. Et vous parliez des buts du film, parce que je dois terminer avec ça, et parce que votre film aussi est très drôle. Oui, on s'amuse énormément. Parce que là, on parle de sujets lourds et graves. Non, mais il y a souvent de l'humour dans le film. Et un moment où Lee en parle à ses zébus, hein, et où la narratrice, en fait c'est plus la narratrice, on n'a pas eu le temps d'en parler. On n'a pas parlé de la voix off. Elle est extrêmement importante, et elle mentionne que les paysans malgaches ne s'adressent à leurs zébus qu'en français, parce que c'est la langue des colonisateurs, donc celle des donneurs d'ordre. Hein. C'est ça. Et ça en dit beaucoup. Hein. C'est la traduction de la langue malgache du français. Nous, on ne dit pas « tu parles français, toi ». Non, tu parles la langue qui donne des ordres. Parce que ça a été reçu comme ça à l'époque. Hein. C'est quand la discussion, ça ne donne que des ordres, cette langue. Donc, ils l'ont surnommée la langue des ordres. Ah, les Français. Même nous, on a des problèmes avec les Français. Ouais. Les Québécois, on n'est pas comme ça du tout. Merci beaucoup, Loura. Natinema. Nantenaine. Ah, ça va, un jour. Je vais aller au Madagascar. Oui, je vais vous êtes les bienvenus. Bien prononcer votre nom. Donc, Sita Bomba chez les Ubus francophones est présenté ce dimanche à 15h au Cinéma du Parc. On invite tous les gens à aller voir ce très beau documentaire. Bravo à vous. Et féliciter également votre épouse. Hein, oui, ça marche. Merci beaucoup. De tous les instants, je pense, à l'intérieur de ce projet-là. Merci beaucoup, Louva. Merci.